On va ensuite se poser la question de l'organisation et de la rédaction de ce devoir. La première chose que je voudrais vous dire ici, cela concerne les étudiants qui ont du mal avec ces 200-250 mots, qui se disent mais c'est trop long, je ne vais jamais pouvoir dire quoi que ce soit en anglais en 200-250 mots. Plutôt que de vous dire j'ai 250 mots à écrire et d'essayer d'écrire au fil de la plume, et une fois que vous êtes à court d'idées, vous vous dites bon ok je vais compter, vous comptez, vous apercevez que vous en avez 150, mais vous avez terminé votre expression et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Souvent les étudiants font ça, même sur leur copie, ils ne sont même pas au brouillon. Donc ils ne peuvent plus revenir en arrière, ils essaient de faire des astérisques, ils essaient de compléter un petit peu, mais c'est très bancal et c'est pas du tout efficace. Donc plutôt que de vous dire j'ai 250 mots à écrire, je vais écrire au fil de la plume jusqu'à ce que j'ai épuisé mes idées, partez à l'inverse, partez du plan détaillé. Dites-vous, dans mon expression écrite, j'ai plusieurs parties. J'ai une introduction, j'ai une conclusion, et au milieu, j'ai un développement argumenté en 2 ou 3 parties. Imaginons par exemple que j'ai décidé de faire un développement en 2 parties. Je vais dire, mon introduction, elle doit être courte, on en parlera tout à l'heure. Elle va compter, allez, 40 mots. Ma conclusion va être encore plus courte, hein, pas besoin de s'étendre en conclusion en anglais. On va dire, elle va compter 25-30 mots. 40 plus, allez, 25, ça fait 65 mots. Vous faites ensuite la soustraction à chaque fois. Combien de mots me reste-t-il pour faire mon développement, pardon, hein. Il va vous rester à peu près 180-200 mots. Vous avez 2 parties, vous divisez en 2. 90 mots pour la première, 90 mots pour la seconde. Vous vous intéressez à la première partie. Combien est-ce que j'ai d'arguments? 3 arguments. Eh bien, je vais faire 30 mots par argument, par exemple, pour que ce soit équilibré. Il faut toujours avoir un souci d'équilibre. Donc, vous allez vous rendre compte que vous ne partez plus de 250 mots. Là, tout d'un coup, vous êtes à l'échelle de 30 mots. Écrire 30 mots, je suis sûre que c'est à la portée de chacun d'entre vous, même ceux qui sont le plus en difficulté. 30 mots, c'est en gros 3-4 lignes. 3-4 lignes sur un sujet que l'on maîtrise parce qu'on en a choisi un exemple que l'on a vu en classe, par exemple, c'est à la portée de tous. Donc, travailler à l'échelle microscopique et pas macroscopique. On ne se dit pas, tiens, j'ai 250 mots à écrire. Non, j'ai 40, plus 30, plus 30, plus 30. Et petit à petit, comme ça, on fonctionne de cette manière-là, en construisant la rédaction. L'organisation, ça veut dire aussi écrire une introduction. L'introduction, en anglais, elle a certains côtés qui ressemblent à celle du français ou de la philo, et elle a des côtés qui sont un petit peu différents. Elle va être beaucoup plus simple de manière générale, et son style va être aussi beaucoup plus simple, beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus direct que l'introduction en français. L'introduction en anglais va avoir, on vous l'a peut-être déjà dit pour le français ou pour les matières littéraires, une forme d'entonnoir. Entonnoir, ça veut dire qu'on va partir du plus général, et petit à petit, on va resserrer et on va aller au plus près du sujet. D'accord ? Donc cet entonnoir va comporter 3 parties, de la plus générale à la plus directe, directement liée au sujet. La première partie, la plus générale, va être une phrase qu'on appelle la phrase d'accroche, la phrase d'amorce, la phrase de contextualisation, où l'on va donner le contexte dans lequel se place le sujet qui nous est donné aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, la problématique, très important. La problématique est souvent une question. Alors on va vous demander, dans la mesure du possible, de ne pas répéter la question que l'on vous pose dans le sujet. Essayez de la reformuler un petit peu, de vous l'approprier. Ce n'est pas obligatoirement une question, ça peut être une question indirecte aussi. It's interesting to wonder if the world of work is going to evolve, par exemple. Point, et pas point d'interrogation. Ou bien une question directe, what is the evolution of the world of work? Point d'interrogation. Donc la problématique est très importante. Dégager une problématique va vous permettre au correcteur de voir que vous allez quelque part et va aussi vous permettre à vous de dérouler toute votre argumentation derrière. Problématique. Troisième partie, une annonce de plan qui doit être extrêmement simple, voire inexistante. C'est pas très important de faire une annonce de plan en anglais. Si vous en faites une, il faut qu'elle soit très simple. On abandonne les choses du genre in the first part I'm going to see, ou pire, in the first time I'm going to see that.
Vous remarquerez que quand je fais l'accent français, c'est que c'est des choses qui ne vont pas du tout. Hein. On ne peut pas traduire mot à mot les choses. Premièrement, il va falloir réduire un maximum, être le plus concis possible. Pour un plan thèse-antithèse, vous allez pouvoir utiliser des phrases du type There are pros and cons. Ou bien There has been a debate on the subject. Ou bien Opinions on the matter differ. Ce genre de choses. Et là, on va comprendre que vous avez un plan où on va examiner ces opinions contrastées, justement. Vous pouvez aussi avoir un plan très simple du type First, I will study, etc. etc. N'hésitez pas, à employer le pronom personnel, première personne du singulier en anglais. Vous avez le droit de dire I. I'm going to study, I'm going to see, I'm going to assess, etc. etc. N'utilisez pas ce nous royal qu'on utilise en français, oui. Hein. On l'appelle nous royal parce que c'est le roi qui utilise ça. Celui ou celle qui dit oui en anglais, c'est quand elle parle d'elle-même, c'est la reine d'Angleterre. Hein. Donc vous n'êtes pas la reine d'Angleterre. Ne vous cachez pas derrière ce oui. Oui en anglais, c'est un groupe auquel vous appartenez et dans lequel vous pouvez aussi inclure celui qui vous lit ou celui qui vous écoute en face. Donc attention, c'est pas un nous impersonnel comme on l'utilise en français pour dire nous verrons dans une première partie que. Ce n'est pas non plus la traduction de on en anglais. Hein. On verra que, on peut pas dire we are going to see that. Ça ne marche pas. D'accord ? Donc faites bien attention à ça. N'hésitez pas à parler en votre propre nom, à la première personne du singulier, et évitez we. Choisissez des tournures impersonnelles. On en verra en classe des tournures à la voix passive, par exemple. On travaillera tout cela en classe. Donc, votre introduction doit être structurée de la sorte. La problématique aussi va vous amener à travailler les questions. Hein, il faut que vous sachiez poser une question de façon grammaticalement correcte pour pouvoir faire une bonne problématique. C'est la première chose que va lire l'introduction le correcteur. Si cette introduction est déjà truffée de fautes basiques comme une question en anglais, ça va vous poser des problèmes. Voilà donc pour tout ce qui est de l'organisation au brouillon.